Is. Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons avoir une conférence du docteur Rachel sur le topic, le sujet l'éosinophilie. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Et vous pouvez commencer, docteur. Très bien. Vous voulez que je mette en plein écran, peut-être? Et oui, si possible. Merci, parfait. Et je vais essayer d'enlever ça parce que des fois... euh, hmm. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous parler un peu d'éosinophilie. Je ne sais pas si vous le faites dans vos structures, mais c'est un globule blanc qui vaut vraiment la peine qu'on le cherche, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de pathologie associés. Alors, donc en général, quand on a une éosinophilie dans le sang, il y en a 10 fois plus dans les tissus. L'éosinophile vit environ 15 heures. Le niveau varie beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la fièvre, euh, pour un épisode, par exemple, bactérien, une malaria, ou encore si on donne une corticothérapie, ça va réduire cette éosinophilie, voire la supprimer. Et si on a une fièvre et que malgré la fièvre, il y a une éosinophilie, c'est que la fièvre est la cause de l'éosinophilie. Donc, non, parce que quand on met le plein écran, ça coupe un peu. Vous voyez quand même assez bien comme ça? Et oui, ça marche. OK. Alors, donc l'autre chose qu'il faut tenir compte, et probablement plus en Haïti, c'est que lorsqu'il y a un individu qui est non humain, il va faire beaucoup plus d'éosinophilie. Mais par contre, les personnes qui viennent de zones endémiques, qui vivent en zone endémique, comme en Haïti, et que possiblement il a été exposé à un antigène, il va devenir immunotolérant à cet antigène-là et on va par exemple voir le parasite circuler librement sans éosinophilie. Juste, peut-être j'aurais dû le faire avant, mais cette présentation va porter beaucoup sur l'éosinophilie et les parasites, mais aussi les autres causes d'éosinophilie. Donc, on va commencer par les parasites et on va poursuivre avec les autres causes. Donc là, maintenant, on est dans la partie éosinophilie avec les parasites. Alors, donc, si on a par exemple quelqu'un qui vient de zone endémique, il peut avoir beaucoup de microfilaires dans le sang, sans éosinophilie, tandis que celui qui a été pas du tout exposé, lui, il aura beaucoup d'éosinophiles et on aura de la difficulté à voir le parasite. Et l'éosinophile lui-même est toxique pour les tissus. C'est ça qu'on se rend compte de plus en plus depuis quelque temps. Et qu'il faut aussi s'occuper non seulement de la cause, mais il faut aussi s'occuper de la conséquence de l'éosinophilie. Alors, il cause des problèmes en infiltrant les tissus. Par exemple, on a une pneumonite éosinophilique avec de l'inflammation qui va être suivie de fibrose et peut-être de l'hypertension pulmonaire. Ou alors, l'inflammation via un phénomène vasculitique. Donc, dans le vaisseau, l'éosinophile, dans les petits vaisseaux surtout, il va y avoir dégradation de l'éosinophile avec les granules, puis qui sont un petit peu... ils vont générer une petite vasculite et évidemment, quand on a une petite vasculite, il va y avoir du dommage tissulaire et de la fibrose. Il y a évidemment la réaction allergique associée à l'éosinophile que tout le monde connaît très bien. Et l'éosinophilie ou l'hyperéosinophilie fait la promotion d'un état hypercoagulable. Alors,
il y a quelques niveaux d'éosinophilie. En général, si elle dépasse, on préfère toujours parler d'éosinophilie en termes d'absolu, hein, d'éosinophiles absolus. Donc, le nombre d'éosinophiles par litre. Donc, quand elle est d'un 0,5 fois 10 à la 9, ça c'est... donc, dès qu'on dépasse ce niveau, ça devient une hyperéosinophilie. Elle est légère jusqu'à 1,5, elle est modérée de 1,5 à 5, elle est sévère à plus de 5. Et donc, en général, elle nous préoccupe encore plus quand elle est au-dessus de 1500 ou 1,5. Parce que à partir de ces niveaux-là, l'éosinophile lui-même peut causer de la pathologie au niveau des organes, des tissus. Et là, il faut chercher et la cause et aussi chercher, voir s'il y a un dommage d'organes associé à l'éosinophilie. Donc, en général, les causes sont nombreuses. Il y a deux grandes catégories. Il y a les causes hématologiques primaires, puis il y a les causes non hématologiques, mais secondaires par la production d'IL5, par exemple, qui mobilise les éosinophiles. Et j'ai ici, ça, je vais le mettre en plein écran parce qu'on ne le voit pas bien. On va l'agrandir. Voilà. OK, alors, on a donc avec la flèche rouge, l'éosinophilie réactionnelle, et on va traiter la cause. Maintenant, les causes qui ne sont pas secondaires, alors là, il y a un algorithme qui est ici devant. Donc, en général, il faut dépister pour des mutations qui peuvent prédisposer à des néoplasies myéloïdes et lymphoïdes. En général, c'est l'hématologue qui va faire ça. S'il n'y a pas ces mutations, on va voir s'il y a des clones, donc des éosinophiles qui se multiplient de façon anormale. On va en général voir ça aussi au niveau de la moelle, il va y avoir des cellules blastiques. Et ça, c'est l'éosinophilie chronique. Ou alors, il y a des anomalies des cellules T. Et là, on peut avoir donc le syndrome idiopathique hyperéosinophilique. Et la dernière colonne, je vais enlever pour la voir. Et puis, il y a des lymphocytes variant et hyperéosinophilia, et qui va être dans le diagnostic différentiel et traité par l'hématologue. Et donc, comme vous voyez, un des spécialistes qui va être impliqué dans l'hyperéosinophilie, quand on n'a pas une cause, une atteinte d'organes spécifique, c'est vraiment l'hématologue qui va nous aider. Alors, nos causes secondaires, évidemment, c'est les parasites. On est en Haïti, on va dire s'il y a des parasites. Donc, il y a les helminths, beaucoup, certains protozoaires, des infections fongiques, le VIH, et il y a évidemment les allergies, et puis d'autres causes qu'on va regarder tout à l'heure. La partie à droite, c'est vraiment la partie que je viens de discuter par rapport à le workup quand il n'y a pas de cause, enfin, c'est les causes plutôt hématologiques. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, on va revenir en détail. Donc, comme on n'a pas énormément de temps, je vais sauter cette diapositive. Donc, la première cause d'éosinophilie
Et l'helminthiase dans le monde, en général, plus la personne vit exposée en zone rurale, on va avoir plus de chances de trouver un parasite. Donc, ça peut aller jusqu'à la moitié des cas dans cette population-là, mais les personnes qui n'ont pas cette notion un peu d'exposition en milieu rural, la prévalence de la cause de l'éosinophilie comme étant parasitaire, c'est quand même moins fréquent. Les protozoaires, en général, ne causent pas d'éosinophilie, sauf l'isosporiase, Dianthemeba fragilis, la sorchocystose. Parfois, il y en a un petit peu que la toxoplasmose. Donc, malaria, amibiase, leishmaniose, giardiase, etc., ne causent pas d'éosinophilie. C'est vraiment les vers qui sont le grand coupable. Et il faut qu'on s'intéresse à l'éosinophilie pour plusieurs raisons. Parmi nos causes parasitaires, il y a une des premières qui est importante, c'est la strongyloïdiase. Comme vous savez, si on a une strongyloïdiase puis qu'on donne un traitement avec la cortisone, on peut déclencher une forme disséminée à forte mortalité. Sur l'image, on voit des larves de strongyloïdes dans les selles. L'autre cause peut-être plus rare, je crois que j'en avais vu un cas chez un jeune homme qui venait d'Haïti, c'est le syndrome d'éosinophilie pulmonaire causé par Werchereria bancrofti, donc la filariose lymphatique. Donc, il y a de l'inflammation au niveau du poumon avec une espèce de hyper-réactivité à l'antigène. Et après l'inflammation, évidemment, il y a de la fibrose, puis on peut tomber en hypertension pulmonaire et en insuffisance cardiaque droite. La schistosomiase, ce n'est pas vraiment un problème chez vous, mais enfin, si jamais vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le diagnostic différentiel, les causes parasitaires à chercher activement. Donc, l'éosinophilie, c'est quand l'organisme, donc l'helminthe, est en contact avec les tissus, donc, comme par exemple lors d'une migration. Et quand ils passent par le poumon, c'est là où ils sont assez élevés, donc on peut aller jusqu'à 3000 éosinophiles par microlitre. Et la difficulté, c'est que on a une forte éosinophilie, on se dit, ah bon, il doit y avoir un parasite, donc on fait la recherche d'œufs dans les selles, mais comme le parasite est en train de migrer, il n'est pas arrivé à destination, il ne pond pas des œufs, et l'examen des selles sera négatif. Et l'implication, c'est que quand on a une forte éosinophilie, puis qu'on suspecte un ascaris, par exemple, ou un ankylostome, il faut laisser le temps que la migration se complète et on répète l'examen de parasites dans les selles dans un mois et demi, 2 mois. Puis, certains syndromes d'invasion, comme les trématodes, bon, dans votre cas, on a de la fasciolase en Haïti, donc quand la larve envahit le foie, là, et qu'elle traverse le parenchyme pour aller retrouver les voies biliaires, il peut y avoir une forte éosinophilie. Et dans les syndromes de larva migrans viscérales, comme la toxocarose, surtout chez l'enfant, mais parfois chez l'adulte, évidemment, le parasite migre dans les tissus, il est dans les tissus et il va provoquer une forte éosinophilie. Alors, j'ai mis en rouge ce qui est possible d'avoir en Haïti. Et puis, alors, l'éosinophilie peut être prolongée dans le cas de l'ankylostomiase, la strongyloïdiase, la toxocarose, les filarioses, comme la filariose simple, mais aussi le syndrome d'éosinophilie tropicale, la fasciolase. Donc, en Haïti, il n'y a pas eu beaucoup d'études pour documenter la fasciolase, mais en tout cas, il y a au moins cette étude
où est-ce qu'ils ont examiné, ils ont fait des sérologies sur 217 sérums de personnes saines et en Haïti, puis il y avait un 6,7% de positivité. Donc, la faciolase, comme vous le savez, c'est lorsqu'on mange du cresson d'eau douce qui est infesté par les larves de la faciolase. Et apparemment, en Haïti, on appelle le cresson d'eau douce la laitue des pauvres, et elle est mangée quand même très souvent, pratiquement quotidiennement. Parce qu'évidemment, elle est pas chère, puis elle est facilement disponible. Donc, pour les images, donc ça, c'est une larve de strongyloïde, ça, c'est un œuf d'ankylostome, ça, c'est un œuf de schistosomiase, et ça, c'est une microfilaire. Et ici, on a l'image pathognomonique d'une cysticercose cérébrale avec le kyste et le petit point blanc au milieu. Donc, ça, ce sont des causes d'éosinophilie qui sont persistantes et prolongées. Et nous, ce qu'on fait ici, en général, c'est qu'on va rechercher on fait un bon questionnaire, un bon examen, et on va chercher la schistosomiase, la filariose, le syndrome de l'arbre migrane viscérale, la strongyloïdiase, en faisant une sérologie. Donc, j'ai mis en rouge ce qui peut vous intéresser. Et il faut vraiment faire attention, encore une fois, à la strongyloïdiase, parce que toute thérapie immunosuppressive, et donc 10 jours de stéroïdes, de cortisone à pleine dose sont suffisants pour immunosupprimer le patient et déclencher la strongyloïdiase disséminée. Bon, Je ne vois aucune app intitulée Disséminée. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à faire une recherche sur l'App Store. Oh là là. Bon, là, il y a mon machin qui s'est mis à parler tout seul. Bon, espérons qu'il ne me dérange pas. Alors, ah oui, je voulais juste... Alors, ici, ça, c'est la larva currens. Donc, c'est quand la larve du strongyloïde fait son trajet dans la peau, qui donne cet aspect d'urticaire linéaire. Et on l'appelle currens parce que c'est beaucoup plus rapide que la larva migrans cutanea ordinaire qui est de 1 cm par jour. Et dans le cas de la larva currens, c'est de 10 cm à l'heure. Et ça, c'est une pièce d'intestin qui montre plein de trous causés par la forme disséminée. Et il y a un sepsis à gram négatif. Les larves vont jusque dans le cerveau, dans le liquide céphalorachidien et cause des méningites à gram négatif. On peut aussi attraper des parasites en les mangeant, en les consommant. Donc, il y a la limace, les limaces crues, l'Angiostronchylus cantonensis, et puis il y a l'Angiostronchylus costaricensis. Donc, c'est des strongyloïdes qui vivent dans les vaisseaux, dans les systèmes artériels, et on les attrape en mangeant des limaces crues. Puis, mais ce n'est pas juste les limaces. Donc, il y a certains, dans le cas de Angiostronchylus cantonensis, les légumes contaminés par les limaces, donc si on les mange crus, ça peut arriver. Et puis, il y a une enquête sur les rats en Haïti qui a montré son existence. Et elle existe aussi donc en Asie, comme son nom l'implique, mais elle existe aussi en Amérique du Sud et en Afrique, dans certains endroits. Et c'est un tableau soit de méningite éosinophilique, soit d'encéphalite éosinophilique. Et il faut y penser, quand on fait la ponction lombaire, il y a beaucoup d'éosinophiles. Pour le diagnostic, il y a des ELISA, des immunoblots, mais ils ne sont pas facilement accessibles. Et
L'autre Angiostrongylos, c'est le costaricensis. Lui, il y a eu un cas en République dominicaine. Dans le cas de costaricensis, lui, l'angiostrongylos vit dans les vaisseaux du mésentérique et évidemment, ça peut, dans les petites artères, ça peut causer de l'ischémie intestinale, de la douleur, de la nécrose, de la perforation qui se fait, toutefois, ça peut donner un tableau comme l'appendicite, mais plutôt prolongé. Donc, il faut y penser dans ce cas-là. Alors ça, c'est juste un petit extrait d'un article. Donc, l'angiostrongylos a été confirmé à Cuba, en Jamaïque, et donc, il existe maintenant en Haïti, et donc, apparemment, 1,3 des décès recensés pendant l'an 1999 étaient dus à une méningite d'étiologie inconnue. Peut-être qu'une partie de ces cas était associée à l'angiostrongyloïdiase. Alors, ça, c'est juste pour votre information. Il y a la gnatostomiase. Quand on mange du poisson cru, ça va donner un tableau de larva migrans cutanée et viscérale. Donc, ça, c'est la forme cutanée de la maladie. Donc, ça va donner des édèmes plutôt que des lignes. Et ces édèmes peuvent se déplacer. Et là, on a l'édème du visage, l'édème de la cuisse. Mais en tout cas, j'ai fait une recherche de PubMed. Il ne semble pas avoir de cas documentés en Haïti, mais on ne sait jamais si les gens commencent à aimer manger le poisson cru d'eau douce, hein, et peut-être il pourra y avoir des cas si le parasite existe. Quand on mange les grenouilles, les serpents, le poulet, qui a mangé le poulet qui a mangé la grenouille, le serpent qui a mangé la grenouille, ou de l'eau contaminée, il peut y avoir l'asparganose. Encore une fois, là, je n'ai pas trouvé de cas documentés en Haïti. Ça va donner un tableau de nodules sous-cutanés avec édème. Il y a il peut y avoir aussi une migration pulmonaire ou au niveau du cerveau. Donc, pas de cas documentés en Haïti. Donc, la fasciolase, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc c'est la consommation de cresson, de jus d'alfalfa, de laitue aquatique ou tout simplement l'eau contaminée par la larve et qui va Fasciola hepatica, donc il y a des cas, plusieurs cas documentés en République dominicaine et en Haïti. Les vaches, qui est l'autre hôte définitif, il y en a plusieurs qui sont infectés, donc ça cause des problèmes au niveau du bétail et des pertes économiques. Et le tableau va être, évidemment, si le ver migre dans le foie, ça va être un tableau de douleur au niveau du foie, à l'hypocontre droit. Et quand il y a la phase plutôt chronique, on va avoir un tableau de cholangite ascendante et des cholécystites, etc., avec évidemment beaucoup d'éosinophilie, et puis le diagnostic est parasitologique. Donc, on va chercher les œufs dans les selles, ou le gastroentérologue s'il fait une ERCP, et il y a des sérologies pour la diagnostiquer. Donc, il faut y penser. Atteinte hépatique avec soit une cholangite et avec éosinophilie. Vous êtes consulté pour un patient qui ne va pas bien du tout. Elle est aux soins intensifs dans un état critique. Elle est connue pour un lupus et avait reçu de la prédnisone 1 mg par kilo pour un PTI un mois avant son admission. Vous lisez son dossier et vous notez qu'elle venait du Mexique où elle vivait en zone rurale. Il y avait une éosinophilie sans vraiment de symptômes allergiques, mais qui était intermittente. Vous examinez le patient qui est intubé et vous trouvez une éruption
purpurique avec une distribution centrée sur l'abdomen. Donc, je vous montre l'image. Donc, il y a ce genre d'éruption. Et comme vous êtes dermatologue aussi, à vos temps, quand on fait une biopsie, et hop, on voit dans la biopsie la larve présente. Donc, cette éruption, ça c'est assez typique, spécifique de la strongyloidiase disséminée, donc avec une image en empreinte de pouce hémorragique qui est autour de l'ombilic. Donc, vous voyez la distribution vraiment autour de l'ombilic. Ça doit vous faire penser à la strongyloidiase disséminée. Et les autres manifestations de la strongyloidiase disséminée, évidemment, c'est une personne qui est aux soins intensifs en état de choc, avec un sepsis à gram négatif, méningite à gram négatif, avec la mortalité est très élevée, ça peut aller jusqu'à 60 à 80%. Je ne vais pas insister sur le cycle de la strongyloidiase, vous le connaissez. Donc, ça s'attrape la première fois par la peau, donc en marchant dans des zones un peu humides, et puis pénétration cutanée, puis le ver fait le trajet, sa migration, donc il passe par, quand il trouve il fait sa migration cutanée, après ça, il rentre un peu plus en profondeur dans la peau, trouve un vaisseau sanguin, va dans le réseau veineux, le système cave, va jusqu'au cœur. Le cœur, il va dans le poumon. Au niveau du poumon, il passe de la lumière capillaire à la lumière alvéolaire. Après ça, il remonte la trachée, on le ravale et il s'installe dans le duodénum. Et puis là, il produit ses œufs. On ne voit jamais les œufs dans le cas de la strongyloidiase, on ne voit que les larves. Et ces larves vont être éliminées dans l'environnement et ça recommence. Mais la particularité du strongyloïde, c'est qu'il y a 2 cycles qui vont permettre qu'il va vivre très longtemps, qu'on appelle des cycles d'auto-infection. Il va y avoir le cycle d'auto-infestation interne et externe. Donc l'interne, il n'a pas besoin de sortir de l'intestin. Il va pénétrer la muqueuse et trouver des vaisseaux, passer par le foie, aller dans la veine hépatique, puis aller dans le cœur et poumons et rava, etc. Ou l'autre cycle, c'est que dès qu'il sort par la marge anale, il trouve de la peau, donc, et il est capable à ce moment-là il a trouvé la peau, donc c'est ça qu'il cherche. Puis là, il pénètre à ce niveau-là et il fait son trajet cutané, donc notre fameuse larva currens. Alors, la larva currens, c'est en général des lésions linéaires migratrices qui partent du périnée, donc de la région périanale, et qui remontent vers le cœur, donc qui remontent vers l'abdomen, le dos, et c'est très prurigineux. Et quand on a cette histoire d'éruptions récurrentes qui ont cette forme-là, il faut vraiment penser à une strongyloidiase et la traiter. Et il y en a en Haïti, j'en ai vu à plusieurs reprises, dont des enfants adoptés qui ont contaminé leurs parents. Donc, il y a le tableau de migration cutanée, la larva currens. Évidemment, quand il est au niveau digestif, ça peut causer des problèmes de toutes sortes, de la diarrhée, parfois il y a une entéropathie exudative, et respiratoire quand le ver passe par les poumons. Et donc, encore une fois, l'image d'urticaire linéaire. Et puis, dans le cas de l'atteinte digestive, comme l'atteinte est plus proximale, donc on peut avoir un tableau qui peut ressembler à un syndrome ulcéreux. Et s'il y en a beaucoup, on peut avoir l'entéropathie exudative. Donc, la strongyloidiase disséminée, donc les patients qui sont à risque, c'est les gens qui vont recevoir les stéroïdes, ceux qui ont des cancers sanguins, donc leucémie, lymphome. Il y a aussi l'HTLV1, l'infection HTLV1-2
aussi, et elle est très associée aux formes disséminées. Plus rarement avec les autres agents immunosuppresseurs ou les agents biologiques. C'est vraiment la cortisone, notre grand coupable. Et donc, translocation des bactéries, et c'est catastrophique. Donc, dans la forme disséminée, l'éosinophilie est absente. Nous, on peut faire une sérologie qui est assez sensible, donc pour la dépister. Donc, nous, ce qu'on fait, si quelqu'un va être immunosupprimé, on va faire la recherche de strongyloïdes par sérologie et par culture avant le traitement immunosuppressif. D'ailleurs, si on n'a pas le temps de faire cette recherche et que la patiente doit être immunosupprimée d'urgence, on va le traiter empiriquement pour la strongyloïdiase. Donc, c'est la seule helminthe pratiquement qui est cultivable. Donc, on peut faire la culture sur une gélose, puis on va voir les lignes des trajets, et sur la gélose, on pourra voir tous les stades du parasite, donc les parents, donc les vers adultes, les larves de strongyloïdes et aussi les œufs. C'est le seul endroit où est-ce qu'on voit les œufs et les adultes, à part quand on fait une biopsie duodénale. L'exposition à la terre contaminée, bon, évidemment, c'est beaucoup les enfants. Ça va donner le syndrome de larva migrante viscérale avec Toxocara canis, Toxocara cati. Il y a une atteinte pulmonaire et une atteinte, dépendamment où se loge la larve. Et ici, on a une image qui montre une masse quand même plus ou moins définie au niveau du foie. Donc, ça va être un tableau de fièvre, une atteinte respiratoire, hépatique ou oculaire. Et parfois, la larve fait sa migration au niveau du cerveau. Donc, on va avoir un tableau neurologique avec une éosinophilie. Donc, pensez à la toxocarose. Le ténia solium, qui est très prévalent chez vous en Haïti, donc il s'acquiert quand on avale les œufs de ténia, soit que ce soit l'environnement, ou encore plus, c'est quand il y a quelqu'un dans l'environnement qui a le ver, dans la famille, qui a le ténia dans ses intestins, puis il y a une contamination de la personne qui a attrapé la cysticercose par promiscuité, parce qu'on vit dans la même maison, on partage beaucoup de choses. La personne aussi qui fait la cysticercose peut héberger elle-même le ténia dans un certain pourcentage des cas, donc jusqu'à 20%, 20 à 30%. Les gens qui ont la cysticercose ont en même temps le ténia dans leur intestin. Il y a l'éosinophilie, c'est surtout au moment de la mort du parasite, parce que souvent, quand il est vivant, il ne cause pas de problème. La neurocysticercose, c'est un grand sujet. Et puis, il y a l'atteinte parenchymateuse qui n'est pas si grave, l'atteinte des ventricules qui est plus importante et l'atteinte des cisternes qui est encore plus importante. Et on peut aussi avoir une atteinte cutanée, donc des nodules cutanés, donc il peut y en avoir plusieurs, comme chez ce monsieur. La filariose, donc Haïti est un pays où il y a quand même beaucoup de filariose lymphatique. Donc il y a un programme de lutte contre la filariose. Je pense qu'on donne à chaque année un comprimé de DEC associé avec l'ivermectine ou l'albendazole. Je ne me souviens plus exactement c'est lequel, et ça a tendance à diminuer. Mais parfois, il faut persévérer puis attendre plusieurs années avant de réduire la transmission. Donc, le tableau ici, malheureusement, on ne peut pas le voir, c'est au niveau du scrotum. Il y a, à l'échographie, on peut voir la filaire qui bouge. On appelle ça le dancing sign.
Sinon, il y a les manifestations classiques, donc c'est la lymphangite filarienne, comme ici, ça c'est lymphangite cutanée, qui est plus cellulitique, donc une surinfection bactérienne est beaucoup plus sévère, avec une porte d'entrée qui va contribuer à la genèse de l'éléphantiasis. On a ici le maclou-clou, comme vous l'appelez chez vous, mais ça c'est un petit maclou-clou, ça peut être plus gros que ça. Donc l'atteinte du scrotum, puis il n'y a pas énormément de vaisseaux lymphatiques dans le scrotum, c'est pour ça que dès que quelques-uns sont obstrués, il y a une accumulation de lymphe dans les tissus, et puis à la mort de la filaire, il y a la bactérie endosymbiotique, le Wolbachia, qui sort et qui, dans les tissus, qui est toxique pour les tissus, qui contribue aussi à la genèse de l'éléphantiasis du scrotum. Donc ça, c'est des tableaux que vous voyez de temps en temps, donc vous devez être plus familier que moi. Donc ça, c'est un peu le volet parasitaire. Maintenant, on va parler du volet non parasitaire. Et donc, il y a les infections non parasitaires, donc l'aspergillose broncho-alvéolaire allergique, qui est une réaction d'hypersensibilité à l'aspergillus qui a colonisé les voies aériennes et qui va se retrouver chez plus les individus qui ont un mucus épais ou qui ont une atteinte pulmonaire chronique ou comme de l'asthme. Et il y en a certains parmi eux qui vont développer cette réaction d'hypersensibilité. Et ça ressemble beaucoup à le syndrome d'éosinophilie pulmonaire, donc un tableau d'asthme et un tableau restrictif au niveau des poumons, donc une atteinte du tissu pulmonaire et avec une forte élévation des eosinophiles. Il va y avoir aussi une image pulmonaire qui va donner plutôt une image nodulo-interstitielle. Le VIH lui-même ne cause pas l'éosinophilie, mais il peut prédisposer à des conditions qui vont être associées à l'éosinophilie, comme la folliculite éosinophilique, qui n'est pas fréquente, ou l'éruption papulaire pruritique, qui est très fréquente. Donc ici, vous avez des exemples de l'éruption papulaire pruritique. Ici, c'est la folliculite. Et on a ici l'examen, donc les lésions qui sont l'éruption papulaire pruritique, qui peuvent être quand même sévères. Et on a ici vraiment là une image de près qui montre des images vraiment de folliculite éosinophilique, donc associée au VIH. Et ça, c'est l'éruption papulaire pruritique. La tuberculose peut être associée à une éosinophilie, mais c'est un peu controversé. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La limiase, donc c'est quand la larve de certaines mouches se réfugie dans notre peau pour compléter leur développement en se nourrissant localement dans la peau. Donc ça, c'est un cas de plaie à miase des plaies, donc de Cochlimia omnivorax. Donc, vous voyez sur le cuir chevelu des sillons, des gros sillons, en fait, et on voit la larve au fond. Et puis, de ce patient-là,
qui étaient diagnostiquées en milieu rural en Haïti. Il y a eu une douzaine de larves. Dans le cas des mias, c'est quand les mias sont plutôt migratrices qu'on va avoir l'éosinophilie. La gale, en particulier la gale norvégienne, donc, qui donne plutôt des hyperkératoses qui ont cet aspect, comme ici et au niveau des fesses. Donc, vous voyez, la gale simple, on a 10 à 50 sarcoptes, tandis que la gale norvégienne, il y a 1 million de sarcoptes. Elle est très contagieuse et n'est pas facile à traiter parce que il y a énormément de sarcoptes. Et puis, des fois, la condition sous-jacente aussi n'est pas facile à traiter. Donc, c'est pour le diagnostic. Quand on a une bonne loupe, donc avec le dermatoscope, on peut voir l'image en L de l'avion Delta, donc comme une espèce de V couché. Je vous donne ça pour votre information. Je ne sais pas trop s'il y en a en Haïti. Je n'ai pas trouvé, mais éventuellement, elle n'est pas reconnue parce qu'elle existe quand même dans d'autres pays de la région. C'est une mycose émergente et qui a un tableau digestif avec une masse. On pense que c'est un cancer ou une maladie inflammatoire de l'intestin et il y a beaucoup d'éosinophiles. Et souvent, elle est diagnostiquée jusqu'à 15 à 20% lors d'une autopsie, donc elle peut être mortelle. Le tableau, ça va être de la douleur, de la fièvre, une masse, perte de poids, constipation, diarrhée. Et on fait le diagnostic par la culture ou par la patho. Alors, maintenant, quand on a une éosinophilie, donc je vous encourage à la rechercher en général dans votre pratique. On fait l'hémoglobine, on fait les globules blancs, on regarde les polymorphonucléaires, mais c'est important aussi de laisser une place à l'éosinophiles parce que, comme vous allez voir, il y a plein de pathologies qui sont associées, puis qu'on pourra aider notre patient, à part les parasites. Donc, il y a des facteurs, il y a dans le questionnaire, c'est les aliments qu'on consomme. Il y a le poisson cru, il y a les mollusques, mais ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, je crois, mais il y a quand même des pays où on mange les mollusques crus, mais ce qu'il faut retenir de la méningite éosinophilique Angiostrongylus cantonensis, c'est que ce n'est pas seulement le mollusque, c'est que lui, il y a les autres parathéniques qu'on appelle, donc c'est un autre animal qui consomme la limace et qu'on peut, nous, manger pas très bien cuit et attraper la méningite éosinophilique. Ça peut être aussi que la limace est tellement petite quand elle est toute petite, et elle se réfugie dans une salade, et puis on avale la limace sans même le savoir. La fasciolase, ben évidemment, c'est la consommation de la laitue des pauvres ou le creston d'eau douce. La filariose, bon, chez vous, vous êtes bien familier. Donc, la consommation de certains poissons, marcher pieds nus dans un sol humide. La paragonymiase, c'est quand on consomme le crabe cru, mais je n'en ai pas vu de décrit en Haïti. Le strongyloïde et l'ankylostome, ça, chez vous, il faut y penser. Et la larva migrans viscérale, c'est les enfants qui ont tendance à se mettre des choses dans la bouche, manger du teuf, comme vous dites, qui contient des œufs d'ascaris, de chien ou de chat. Alors, on insiste sur l'itinéraire aussi. Qu'est-ce qu'on a mangé? C'est quoi les activités? À l'examen physique, il n'y aura pas grand-chose. Parfois, vous allez avoir des éléments
qui vont vous diriger, comme un petit hydrocèle ou un édème, comme le gros pied. Il y a aussi donc la larve occurrence. On peut retrouver une atteinte pulmonaire lors de la migration des larves dans le poumon qu'on appelle le syndrome de Loeffler. Parfois, le foie va être augmenté de volume, comme dans la larve migrante viscérale ou dans la fasciolase hépatique. Et au labo, donc, ça vaut la peine de répéter la formule sanguine pour voir si l'éosinophilie varie, si elle va en augmentant ou elle disparaît. Mais comme on avait dit, elle est intermittente le plus souvent. On fait la recherche des œufs dans les selles, mais il faut savoir qu'il faut des fois répéter l'examen parce que le parasite peut être en migration et on n'aura pas encore les œufs, donc répéter l'examen de sel 2 mois plus tard pour retrouver l'étiologie. 2 mois plus tard. Certaines sérologies, si elles sont accessibles, vont nous aider. Donc la strongyloïdiase en particulier, la toxocarose et la filariose. Sachez-vous, vous avez les facilités pour le diagnostic de la filariose. Et le traitement, en général, on traite ce qu'on trouve. Évidemment, si on n'a aucun moyen diagnostique et qu'on a une éosinophilie, puis qu'on pense qu'elle est probablement d'origine parasitaire, on pourra donner de l'albendazole et de l'ivermectine de façon empirique. Et quand elle est légère et que, donc au moins de 1500, moins de 1000, je dirais, c'est pas trop grave. On peut juste surveiller le patient et voir dans quel sens elle se dirige, cette éosinophilie. Mais quand elle est élevée, il faut chercher la cause. Donc les autres causes sont les allergies. L'asthme sensible à l'aspirine, avec les médicaments comme l'aspirine, les sulfates, le nitrofurantoin, les antibiotiques, sont plus élevés encore. Il y a les infiltrats pneumoniques avec éosinophilique ou la pneumonite éosinophilique. Le DRESS, le syndrome DRESS, donc je vais y revenir. Il y a donc ça j'en avais déjà parlé, donc les causes infectieuses, mais qui ne sont pas parasitaires. Donc les causes allergiques, l'asthme, les rhinites, la dermite atopique, donc l'eczéma, la consommation de L-tryptophane, ça a été réglé parce que c'était un problème de production d'un supplément vitaminique. Le syndrome de Dress, je vais y revenir. Donc, il y a les causes dermatologiques, donc le pemphigus, le pemphigoïde, l'herpès gestationalis, la dermatite herpétiforme, la cellulite éosinophilique. Il y a les causes auto-immunes, donc la vasculite de Church-Strauss, l'arthrite rhumatoïde, la granulomatose de Wegener, la périartérite noueuse, la sclérodermie. Certaines immunodéficiences, comme le syndrome de hyper-IgE et le syndrome d'Omend. Donc là, il y a vraiment des hauts niveaux de IgE associés à l'éosinophilie et beaucoup de manifestations cutanées, donc des cellulites, des fois de l'eczéma très sévère. Alors ici, on a le pemphigus herpétiforme qui donne cet aspect-là. Ça, c'est la dermatite herpétiforme qui donne une lésion de papules escoriées au niveau des genoux, des fois à l'épaule. Et dans la phase aiguë, parfois on va voir les vésicules. Et c'est pour ça qu'on l'appelle herpétiforme. Elle peut ressembler à un herpès. Ça, c'est le syndrome de Dress. Il y a un 10% de mortalité, donc il faut savoir le reconnaître. Donc, c'est le drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Donc, c'est une atteinte d'hyperréactivité à un antibiotique, hypersensibilité, qui donne une éruption assez importante, avec beaucoup de symptômes systémiques, donc de la fièvre et l'atteinte d'organes, avec éosinophilie. Donc, il peut y avoir aussi donc, des adénopathies dans 2 zones corporelles différentes, l'éosinophilie, il y a des lymphoatypiques, l'atteinte cutanée, comme on vient de voir sur
l'image. Donc, le dermatologue peut la reconnaître ou faire une biopsie. Et on peut avoir l'atteinte d'organes, donc en particulier le foie. Il peut y avoir l'atteinte rénale, pulmonaire, cardiaque, du cerveau et d'autres moins fréquemment. Les atteintes peuvent être sévères, donc il peut y avoir une insuffisance hépatique, il peut y avoir aussi une insuffisance rénale et une mortalité importante. Voilà, il faut la reconnaître et la traiter. Ici, on a l'entéropathie au gluten qui peut s'associer à une éosinophilie. Donc, vous voyez ici à l'endoscopie une muqueuse normale et ici la personne qui a une atteinte. Donc, voilà un aplatissement complet là, des plis. Alors, les cancers, je vais y revenir là-dessus. La maladie d'Addison peut avoir une éosinophilie et évidemment, ne pas oublier qu'on peut avoir, avec les niveaux très élevés d'éosinophilie, les leucémies, l'endocardite de Loeffler ou le syndrome d'éosinophilie idiopathique. Donc, vous voyez, c'est 50 000 à 100 000. C'est vraiment des très, très, très hauts niveaux. Et le syndrome d'éosinophilie idiopathique, c'est une maladie avec éosinophilie importante, d'étiologie indéterminée, donc il n'y a pas de médicament comme dans le cas du DRESS, et associé à un dysfonctionnement d'organes, le cœur, le rein, le poumon, le tube digestif et la peau. Il y a beaucoup d'éosinophiles partout et la pathologie est causée par la déposition de matériaux et on donne une thérapie immunosuppressive pour traiter cette entité, qui en général, ça va être l'hématologue. L'éosinophilie peut être présente dans 10% des cas avec lymphome, donc pensez au lymphome, 3% des cas de cancer du poumon, et puis de temps en temps avec les autres cancers. La fasciite éosinophilique, donc c'est un gonflement douloureux des extrémités et symétrique. Et puis après ça, il y a la guérison, puis il peut y avoir des contractures. Donc l'éosinophilie, c'est surtout dans les phases initiales de la maladie. La gastro-entérite éosinophilique, donc ça c'est plus du domaine du gastro-entérologue. Ça va être des gens qui vont avoir des troubles digestifs avec éosinophilie. Donc quand ça touche l'œsophage, on va avoir des symptômes de reflux ou de blocage au niveau de l'œsophage. Euh, euh, et je vais vous montrer ici l'image de l'œsophage. Donc, on appelle ça la trachéalisation de l'œsophage. Donc, l'œsophage ressemble à une trachée. Et évidemment, les aliments bloquent. Il y a de la douleur, éosinophilie, donc une dyspepsie avec blocage des aliments. Donc, il faut suspecter une œsophagite éosinophilique. Vous voyez une autre image ici de la lésion. Et avec la gastroentérite éosinophilique, ça dépend où est l'atteinte avec l'éosinophilie. Si elle atteint la muqueuse, bon, on va avoir de la diarrhée, l'entéropathie oxydative. L'exemple typique, c'est l'intolérance aux protéines bovines du nourrisson. Si elle atteint la musculeuse, donc la paroi va s'épaissir, puis ça va donner un tableau plutôt obstructif. Puis si elle atteint la séreuse, on va avoir donc un acide éosinophilique. En général, la réponse est bonne avec les glucocorticoïdes. C'est en général le gastro-entérologue qui va s'en occuper. Parce que vous avez une forte éosinophilie avec beaucoup de symptômes digestifs, vous avez éliminé le strongyloïde, donc vous référez le patient chez le gastro qui va faire le diagnostic et le traitement. Donc les vasculites, ça peut être une cause. Moi, j'ai déjà eu un cas de... c'est une maladie de Crohn qui avait une forte éosinophilie. Et puis, le diagnostic a été fait par le gastro-entérologue. Et donc, il y a la périarténite noueuse, il y a l'angite allergique granulomateuse, donc c'est une vasculite qui est le syndrome de Enoch-Schönlein,
qu'on voit plus chez l'enfant. Et donc, la polyangite granulomateuse éosinophilique, qu'on appelait avant Church-Strauss, il faut la reconnaître parce qu'elle a un tableau quand même assez typique. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a un asthme, mais un asthme plus sévère, qui fait des sinusites, et puis, mais qui a aussi des symptômes de fatigue, fièvre, perte de poids, myalgie, arthralgie. L'asthme n'a pas ces symptômes systémiques. Et puis après, l'atteinte vasculitique va se faire avec parfois des infarctus, des vasculites au niveau de la peau, et au niveau du rein, elle peut donner aussi une vasculite. Et donc, ça, c'est plus du domaine de l'immunologue, mais l'éosinophilie est assez constante. Elle fait partie d'ailleurs des maladies éosinophiliques maintenant. Sarcoïdose parfois, l'arthrite rhumatoïde parfois de l'éosinophilie, la néphropathie d'hypersensibilité, on le voit assez souvent, avec une atteinte comme une glomérulonéphrite, puis il y a beaucoup de médicaments qui sont associés, donc il faut savoir la reconnaître et arrêter le médicament. Le syndrome IgG4 éosinophilie, ça c'est plus quelque chose de un peu plus récent, que moi je ne suis pas trop familier, j'en ai eu 1 ou 2 cas. Donc ça peut causer une pancréatite, une cholangite sclérosante, une hypertrophie des glandes salifères, comme et toutes les glandes, donc la parotide, les glandes sous-maxillaires. Il peut y avoir aussi comme une exophthalmie et la fibrose rétropéritonéale, donc associée à une périaortite et qui peut affecter les urtères, qui peut causer une hydronéphrose et une atteinte rénale. Ça donne des tumeurs dans les organes atteints aussi. Et c'est une maladie qui est fibro-inflammatoire, donc il y a de l'inflammation et de la fibrose, et les IgG4 sont augmentés. Donc les IgG, donc la sous-classe 4. L'atteinte pulmonaire, il peut y avoir aussi des pneumonies éosinophiliques, aiguës ou chroniques, et qui ont des infiltrats éosinophiliques. La forme aiguë, elle arrive chez les fumeurs, la forme chronique, elle arrive plutôt chez les gens qui font de l'asthme. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la forme aiguë, elle a tendance à aller vers l'insuffisance respiratoire et il n'y a pas d'éosinophile au tout début. Donc, elle va s'installer tranquillement. Ça, on en a déjà parlé. Et juste pour vous rappeler, le Larva curens, ça c'est Larva migrans cutanée, donc l'ankylostome du chien. Ici, on a la folliculite, c'est une forme de larva cutanée. S'il y en a beaucoup, évidemment, on peut avoir une petite éosinophilie, mais c'est dans à peu près la moitié des cas. Donc, il y a la forme linéaire classique qui est associée à Ankylostoma brasiliensis chez le chien. Mais quand on a Ankylostoma caninum, ça va donner plus une atteinte folliculaire, donc un peu comme celle-ci. Voilà. Donc, on est 8h59, on n'a pas beaucoup. On peut prendre quelques minutes pour quelques questions. Je suis désolé d'avoir pas laissé un peu de temps pour les questions, mais voilà, ça c'est un peu pour vous sensibiliser à notre éosinophile, qui est quand même associé à un bon volet de pathologie. Voilà. Et vous avez la question de votre côté? Rachid,